One, two, three, 1, 2, 3, 4. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée thématique consacrée au bon usage des antidépresseurs dans le cadre du dispositif médecine générale et Psy 37. Alors, s'il y a des problèmes techniques, vous pouvez m'envoyer un message, j'essaierai de le résoudre, mais je ne suis pas très calé en problèmes techniques. Je vous rappelle que, vous avez vu qu'il y a un bandeau tout à l'heure, cette réunion de formation va être enregistrée sur YouTube. Donc, s'il y a des gens qui préfèrent ne pas montrer leur visage, je leur recommande de couper leur caméra. Pour cette soirée thématique, je serai accompagné à ma droite, mais vous ne pouvez pas le voir, je vais la laisser parler, j'espère que le micro ne va pas bugger. Je coupe mon micro, je te laisse la parole. Bonsoir, Cécile Stéman, je suis chargée de liaison sur le dispositif médecine générale et psychiatrie. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Du coup, bonsoir, Pierre-Yves Saron, psychiatre et animateur de la soirée. Bonsoir, c'est Lia Duy, je suis psychiatre sur le dispositif médecine générale et psychiatrie. Bonsoir, Sarah Ettinson, je suis également psychiatre sur le dispositif médecine générale et psychiatrie 37. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, est-ce qu'il y a des retours sur la qualité du son? Il faut qu'on parle plus fort. Non, tout le monde est OK? Discussion. Alors, je prends les discussions. Bonsoir à tous. Comme je mange en même temps, je ne vous impose pas cet horrible spectacle. Merci Patrice, le son est OK, toujours pas de souci. Merci pour ces retours très positifs. Ça nous rassure sur nos capacités techniques. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure avec les séances vidéo. Bien. Bon, moi je vous laisse. Les questions, on pourra voir en fonction de après chaque petite présentation, les questions, on va les poser par la discussion et puis éventuellement, si vous voulez prendre la parole, on essaiera de vous la donner tout en sachant que ce n'est pas toujours facile de pouvoir voir tout le monde quand il y a la présentation en cours. Donc, ça se veut convivial et interactif. Et puis, si vous pouvez couper la parole à notre animateur expert, il en sera ravi. Voilà. Eh bien, bonne soirée et puis à tout à l'heure. Alors, bonsoir. L'objectif de cette soirée thématique est de vous aider à mieux identifier les patients qui nécessitent un traitement antidépresseur et d'optimiser votre façon de prescrire dans la dépression. Alors, on va séparer cette présentation en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, quelle antidépression pour quel patient. Ensuite, on va faire un focus sur comment bien prescrire. On va vous donner ensuite quelques petits tips avant de faire quelques vignettes cliniques. N'hésitez pas à nous poser des questions, soit directement avec vos micros. Par contre, lorsque vous ne parlez pas, vous pouvez laisser vos micros éteints ou en discussion sur le chat. Bon, donc la dépression est c'est une entité clinique qui est bien définie. Comme vous le savez bien, on a besoin d'une consultation pour poser le diagnostic. On recherche des diagnostics différentiels. Là, l'idée de la soirée n'est pas de vous faire un topo sur la dépression, mais la prise en charge de la dépression a pour objectif, à l'heure actuelle, la rémission complète sans refus. Le traitement médicamenteux, bien sûr, ne constitue comme l'aspect de la prise en charge des sujets présentant une dépression, et on a de nombreuses thérapeutiques autres, dont le premier chef de file, qui sont les psychothérapies structurées, qui peuvent être individuelles, en groupe. On a aussi maintenant la RTMS et les ECT. On ne va pas aborder ce type de traitement pendant notre soirée, mais uniquement se focaliser sur les antidépresseurs. Si historiquement les antidépresseurs étaient des médicaments qui traitaient la dépression, leurs indications ont été étendues à d'autres troubles, notamment les troubles anxieux, mais aussi on voit de plus en plus de traitements antidépresseurs qui ont l'AMM pour les douleurs, les migraines, l'énurésie par exemple.
Donc, en fait, les antidépresseurs, ce sont des psychotropes avant tout. Ils agissent sur la dépression et ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme d'action principal, c'est le blocage des transporteurs ou des récepteurs, soit de la sérotonine, de la noradrénaline ou de la dopamine. On dit antidépresseurs, mais il y a plusieurs classes d'antidépresseurs. Donc, je vais faire je vais vous en parler très rapidement. Les ISRS qui fonctionnent en inhibant de manière sélective la recapture de la sérotonine, en inhibant le transporteur de la sérotonine. Les IRSNA qui combinent, eux, l'inhibition du transporteur de la capture de la sérotonine et inhibent aussi le transporteur de la noradrénaline. On a les tricycliques, eux, qui ont une action par un blocage et de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et ils ont également des effets antagonistes, histaminiques, etc. D'accord. Ok. On entend bien lorsque vous parlez en face de l'ordinateur, mais moins bien sur le contenu. Merci. Ok. Message reçu. Message reçu. Et puis, il y a d'autres antidépresseurs, comme les antagonistes alpha-2, comme la myrcérine, la mirtazapine, et d'autres antidépresseurs un peu plus récents, comme la virtoxétine, qui est un antidépresseur multimodal. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être un expert en neurologie et en réceptologie pour avoir quelques bases qui peuvent permettre d'orienter ces prescriptions, surtout quand on a en tête 2-3 notions du type, par exemple, les sérotoninergiques agiront plus puissamment sur l'excès d'affects négatifs, comme la tristesse, la dévalorisation, l'illumination, par exemple. Les dopaminergiques, eux, auront un effet sur la réduction des affects positifs. La réduction des affects positifs, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne ressent plus de plaisir, lorsqu'il n'y a plus de motivation, plus d'énergie. Et les noradrénergiques, excusez-moi, qui, eux, auront une action sur les deux aspects. Et de la même façon, avoir une idée du mécanisme d'action des antidépresseurs permet de mieux comprendre les effets indésirables des différents traitements. Alors, les antidépresseurs, alors pour qui? Pour tout le monde, en réalité, il y a très peu de contre-indications absolues aux antidépresseurs, mais c'est important d'avoir quelques repères. Par rapport aux âges, par exemple, les adultes entre 25 et 65 ans seront ceux qui bénéficieront le plus d'un traitement par antidépresseur, car on observe une meilleure réponse ainsi qu'une meilleure tolérance au traitement. Au-delà de 65 ans, les réponses observées sont moins rapides, plus modestes, et cela d'autant plus si la plainte et une perte d'intérêt ainsi que des altérations cognitives. Les moins de 25 ans, eux, auront des meilleures réponses au traitement avec un risque statistique de suicidalité plus important. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là en tête quand on veut prescrire pour avoir le meilleur rapport bénéfice-risque. Dans la dépression, les indications à l'introduction d'un traitement sont assez claires. C'est toujours en cas de dépression d'intensité sévère, en cas de dépression d'intensité modérée, et il peut y avoir un intérêt à prescrire un traitement antidépresseur dans des dépressions légères à modérées quand on est dans une situation d'échec aux psychothérapies ou quand il y a un retentissement fonctionnel important, c'est-à-dire un handicap dans le quotidien du patient, type arrêt de travail prolongé, début de comorbidité, par exemple, trouble de l'usage d'alcool. Il y a eu des changements dans le paradigme ces dernières décennies et finalement, l'objectif thérapeutique n'est plus la réponse au traitement comme ça l'a été pendant de nombreuses décennies, mais maintenant, c'est la rémission complète sans rechute. Et en fait, les études montrent qu'un traitement d'emblée incisif à une bonne posologie pourrait prévenir les évolutions péjoratives de la maladie et empêcher les chronicisations, la pharmacorésistance et les probabilités de rechute. Et pourquoi un traitement antidépresseur? Pour éviter le suicide, les complications évolutives et limiter les répercussions sociales et le handicap.
Alors, se valent-ils tous? Les études de supériorité, se valent-ils tous? Oui. Parce que les études de supériorité montrent qu'il n'y a pas d'antidépresseur qui a fait la preuve de sa supériorité par rapport à un autre. Par contre, certains se sont démarqués, non pas vraiment sur l'efficacité, mais sur l'efficacité en fonction de certains tableaux cliniques. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'avant-la-vaccine et la clomipramide ont montré une supériorité dans les traitements des dépressions sévères. L'avant-la-vaccine se démarque dans les dépressions chez la femme en périménopause. La duloxétine, par exemple, a une meilleure efficacité que les autres chez les patients présentant un syndrome douloureux. Donc oui, ils ont des particularités. Pour autant, quand même, globalement, aucun traitement n'a montré de supériorité. Là où la différence est la plus importante, c'est sur le profil de tolérance. Et il suffit de regarder les mécanismes d'action des traitements pour comprendre pourquoi les profils de tolérance sont très différents. Par exemple, les tricycliques, avec leur mode d'action antagoniste histamine, alpha-adrénergique et cholinergique, ont énormément d'effets indésirables, comme la toxicité cardiaque à cause du blocage des canaux sodium voltage dépendant, sécheresse, constipation, etc. Pour tout ce qui est antihistaminergique. Et les effets indésirables des ISRS, eux, sont également liés à l'effet sérotoninergique et les effets sont les nausées, les vomissements, les diarrhées, les céphalies chez certains patients. Les effets indésirables de ce type sur des sérotoninergiques s'estompent au fur et à mesure du temps. On pourra en reparler si vous avez des questions. Là, je vous ai mis un petit diapo avec un schéma que je ne compte pas commenter parce que je regarde le visage de l'animateur de la soirée. En fait, c'est un rapport c'est un schéma qui montre le rapport efficacité-acceptabilité des traitements antidépresseurs. En fait, c'est ce rapport qu'on va chercher en fonction du tableau clinique du patient pour chercher une rémission tout en garantissant le minimum d'effets indésirables. Les effets indésirables sont responsables pour de la plupart des cas de non-observance et d'arrêt des traitements. Donc, de toute façon, on vous laisse le diaporama. Vous chercherez en fonction des antidépresseurs que vous avez l'habitude de prescrire où ils se placent dans le rapport acceptabilité-efficacité. Alors, lesquels privilégier pour ma pratique? Eh bien, ceux qui ont un meilleur rapport efficacité-tolérance. Mais le premier principe, c'est de connaître une molécule et de bien connaître sa molécule. C'est mieux si on connaît une molécule de chaque classe, mais par exemple, pour avoir quelques notions, vous pouvez vous dire, comme ISRS, alors c'est vrai que je vais vous parler un peu de ceux que moi j'ai l'habitude de prescrire, mais comme ISRS, vous pouvez avoir en tête que l'escitalopram, c'est le plus pur des ISRS. Il ne fait que être un ISRS. Donc on sait ce qu'on fait et on sait aussi ce qu'on ne fait pas. L'avant-la-vaccine, par exemple, on sait qu'il a un effet noradrénergique qui est dose-dépendant. Donc, il fait partie des traitements qui ont un intérêt important à augmenter la dose. On sait qu'on va chercher des récepteurs différents en augmentant la dose des traitements et en ne laissant pas une dose minimale, en fait, qui ne serait pas complètement efficace. Et donc, le choix doit être orienté par le profil d'effet indésirable. Et bien connaître en fait, bien connaître le mécanisme de certains traitements peut aider à mieux prescrire. Alors, pour que vous ayez une idée un peu plus pratique, vous pouvez vous dire de manière un peu schématique que lorsque vous avez un patient déprimé qui est principalement pessimiste,
il pleure, il est pessimiste et il se plaint beaucoup de la douleur morale, ben là, vous allez chercher un ISRS parce que vous savez que les sérotoninergiques diminuent ce type d'aspect en priorité. Un patient qui est plutôt ralenti, asthénique, on va plutôt aller chercher soit par exemple un IRSNA, ou soit de la fluoxétine qui fait partie de ces ISRS qui ne sont pas que ISRS et qui ont des effets noradrénergiques. Un patient plutôt anxieux, on va plutôt prescrire de la paroxétine parce qu'il fait partie des ISRS qui ont un effet un peu anticholinergique et ça permettra d'avoir un patient un peu moins anxieux. Voilà, un patient qui a des troubles de la libido et qui ne veut pas que ça s'aggrave, on peut aller presque plutôt de la viortoxétine, par exemple. Finalement, quand on est face à un patient déprimé, l'important, c'est d'abord faire le bon diagnostic, savoir repérer et traiter les comorbidités, et choisir la molécule qui aura donc ce meilleur rapport efficacité, acceptabilité et qui collera le mieux au profil clinique que présente le patient. À quoi faut-il s'attendre en termes d'efficacité? En moyenne, alors ça c'est surprenant. En moyenne, on a 30% de réponses à un placebo dans la dépression dans les études, mais les études montrent quand même que les antidépresseurs se distinguent du placebo à partir de la semaine 2. Ça, c'est un effet important et qui doit être aussi important dans votre pratique parce que plus vous serez convaincu de la prescription que vous pourrez faire, plus vous pourrez mettre les chances de votre côté pour avoir également l'effet placebo à la prescription de votre traitement. Et il en est de même pour l'effet nocebo d'ailleurs. Et pour une primo-prescription d'antidépresseurs bien conduite, en moyenne, on a 50 à 60% de réponse à un antidépresseur dans la dépression. Alors, 50 à 60% de réponse, ce n'est pas 50 à 60% de rémission complète. On a, les études montrent plutôt 30% de rémission complète suite à la primo-prescription d'un patient antidépresseur. En gros, dites-vous, après votre journée de consultation, si vous avez vu 10 patients déprimés et que vous avez prescrit 10 traitements antidépresseurs, 3 d'entre eux seront guéris avec la prescription que vous aurez fait. 2-3 iront un peu mieux. Et 4-5 de ces patients-là n'auront pas de réponse ou pas de réponse satisfaisante. Alors, les études montrent aussi qu'on commence à avoir... on peut commencer à évaluer, je dis bien commencer, on peut commencer à évaluer l'efficacité un peu plus tôt que ce qui est écrit dans les recommandations. Effectivement, on a des résultats qui sont observables dès la première ou la deuxième semaine de traitement, mais les résultats sont cliniquement mesurables à partir des semaines 2 à 3 de traitement. Néanmoins, on recommande quand même d'attendre 4 semaines pour... les recommandations, on recommande d'attendre 4 semaines. Les études montrent aussi que l'amélioration est forte les 2 premières semaines et se ralentit sur les 4 à 6 dernières semaines après l'introduction du traitement. Et ayez en tête qu'il y a une forte variabilité inter-individu avec des patients qui sont répondeurs rapides et des patients qui sont répondeurs plus lents aux antidépresseurs. Ensuite, les précautions d'emploi. Alors, je vais faire très rapidement sur les précautions d'emploi parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, on finira demain sinon. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment les précautions d'emploi en fonction des populations. En gros, il faut faire attention à la posologie d'introduction chez la personne âgée. On aura tendance plutôt à commencer en demi-dose pour avoir une meilleure tolérance.
Alors, commencer en demi-dose ne veut pas dire rester en demi-dose et assez rapidement, vous pourrez passer à une dose, vous pourrez commencer à chercher la dose efficace. Chez la femme enceinte ou allaitante, lorsque le traitement antidépresseur est nécessaire, il y a certains traitements qu'on peut proposer, hein. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais ayez en tête qu'il faut prendre en compte la sévérité de l'épisode, la nécessité du traitement. Et d'ailleurs, c'est certaines fois l'occasion, quand il y a des projets de grossesse, de questionner des traitements antidépresseurs prescrits au long cours et qui n'ont peut-être plus raison d'être. Pour autant, lorsqu'il y a une indication claire, il ne faut pas hésiter à prescrire un traitement antidépresseur. La plupart des ISRS sont compatibles avec la grossesse. Et le citalopram, la paroxétine et la sertraline sont les deux qui sont conseillés chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Quand on prescrit un traitement antidépresseur chez une femme enceinte, quitte à avoir un traitement, on cherche la dose efficace. Ça ne sert à rien d'avoir les effets indésirables pour ne pas avoir d'efficacité. Et il n'est pas forcément, contrairement aux idées reçues, il n'est pas forcément nécessaire de diminuer la posologie ou d'arrêter le traitement avant l'accouchement. Chez l'adolescent, c'est important de faire une surveillance clinique régulière et de réévaluer régulièrement le risque suicidaire. Il n'y a pas d'adaptation posologique spécifique à faire. Bien sûr, on fait attention chez les patients qui ont des insuffisances hépatiques ou des insuffisances rénales. Je vous laisserai regarder en fonction de chaque traitement parce que chaque molécule est différente. Et également, prudence avec les interactions médicamenteuses et les associations de psychotropes. Par exemple, il y a l'effet inducteur enzymatique de certains traitements antidépresseurs. Je laisse la parole à mon collègue. Alors, merci. Pour la deuxième partie, après avoir... merci Célia pour ce survol assez général finalement des différentes classes d'antidépresseurs existantes et de leurs intérêts cliniques en fonction de leur profil pharmacologique. Là, moi, je vais passer sur une partie qui concerne plutôt la prescription et comment faire en pratique pour amener votre patient déjà à prendre son traitement et pour ensuite connaître les règles de prescription, notamment d'initiation, de réévaluation, mais également d'arrêt du traitement antidépresseur, avec, en fin de compte aussi, on discutera la possibilité et l'intérêt à pouvoir les doser. Moi, une première étape que je trouve hyper importante avant de prescrire, parce que vous avez beau être le spécialiste de la pharmacologie, si votre traitement, le patient ne le prend pas, il n'y a pas vraiment de grande chance que ça avance. Et dans le cadre des psychotropes, on a quand même des patients qui ont souvent beaucoup d'idées reçues, qui sont souvent très réticents à prendre un traitement, et ça va être le cas de nos patients déprimés. Donc, la première étape, avant de commencer à leur expliquer tout, leur expliquer les effets indésirables, ça va être principalement de casser les idées reçues sur les psychotropes pour les amener à accepter une médication quand elle est indiquée. Donc, je vous fais une petite liste de ce que je vois le plus fréquemment en consultation, et on va reprendre si finalement c'est vrai, si ce sont des idées reçues avec finalement une base de réalité, et dans quel cas finalement c'est vrai, dans quel cas ce sera faux. Donc, le premier grand classique, c'est la notion de dépendance. Donc, ça va me rendre dépendant. Donc, souvent, les patients viennent avec cette idée qu'ils ne pourront jamais l'arrêter s'ils commencent un traitement antidépresseur, que ça va être la cata. Et c'est une idée qui est véhiculée par plusieurs choses, qui est véhiculée par la première, qui est de se dire finalement ils ont des amis ou ils ont des connaissances autour d'eux qui ont un traitement antidépresseur depuis 20 ans et qui ne peuvent jamais l'arrêter. La deuxième chose qui véhicule ça, c'est que certains ont déjà eu des expériences d'antidépresseurs et ça s'est très mal passé quand ils les ont arrêtés, ce qu'on appelle le syndrome de discontinuité, on en rediscutera, et ça donne un sentiment finalement qu'il y a une dépendance. Avant, on appelait ça d'ailleurs syndrome de sevrage, c'était d'ailleurs assez confondant. Et ça va être vraiment ces choses-là qui véhiculent ce sentiment de dépendance au traitement. La vraie réalité, c'est que c'est complètement faux, il n'y a pas du tout de dépendance, il n'y a pas d'effet d'accoutumance ni de dépendance, et ce qu'on appelait un syndrome de sevrage, ce n'est pas un réel sevrage,
c'est plutôt ce qu'on appelle un syndrome de retrait ou de discontinuité. Donc ça, il faut vraiment pouvoir leur expliquer et casser cette idée reçue d'une dépendance au traitement antidépresseur et également d'une accoutumance, hein, ça va avec la notion de dépendance et que ça pourrait perdre son effet dans le temps. Un traitement antidépresseur ne perd pas son effet dans le temps, c'est une notion également importante. Deuxième grande idée reçue, ça va me sédater, ça va me faire baver docteur, je connais des gens, ils dorment toute la journée, voilà, grand classique. Alors, en réalité, c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux. Ça va dépendre effectivement de plusieurs choses. Ça va dépendre de la classe pharmacologique que vous avez utilisée. Comme vous a dit Célia, on a des traitements qui ont des propriétés pharmacologiques particulières et certains ont des propriétés sédatives. Je prends classiquement la paroxétine, je prends classiquement certains antidépresseurs tricycliques et je prends classiquement ce qu'on appelle les antagonistes alpha-2, le Norset, la mirtazapine ou la myensérine, la tinyle. C'est des traitements qui ont des propriétés sédatives et donc forcément, si on les prescrit le matin, eh ben, ça ne va pas être terrible pour les patients. Donc, on va plutôt essayer d'atténuer ça avec une prescription vespérale, mais c'est une réalité, ça peut sédater. Et après, la deuxième chose qui fait que c'est une réalité, c'est qu'il y a certains patients, il y a comme effet indésirable une sédation. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend, mais le traitement va pouvoir induire une forme de fatigue, d'asthénie qui n'est pas souhaitée, et on va considérer que c'est un effet indésirable si en plus on est dans un cas de figure où ce n'est pas les traitements que je vous ai cités qui l'indiquent. Donc, ça dépend. Troisième grand classique, ça va changer ma personnalité. Alors, hyper classique aussi, je ne vais pas être la même personne, les gens ne vont pas me reconnaître. Voilà. Idée qui est bien véhiculée également par, c'est un peu la croyance populaire, véhiculée par le fait que des fois, il y a quand même des changements spectaculaires qui sont permis par nos traitements psychotropes, avec des personnes qui sont complètement au fond de leur lit ou qui sont complètement inhibées. La réalité est véhiculée plutôt chez des patients en fait, qui sont anxieux, chez lesquels, en fait, avec un traitement qui lève l'anxiété, deviennent des personnes qui arrivent à fonctionner normalement, qui sont beaucoup moins inhibées, et du coup, leur entourage a l'impression que la personne a changé, que c'est une nouvelle personne. En fait, c'est la même personne, c'est juste qu'elle est plus bloquée par son anxiété, donc elle réalise ce qu'elle a toujours voulu faire, et l'entourage a l'impression que ça change finalement la personnalité de l'individu. Donc non, ça ne change pas la personnalité. Si aujourd'hui on avait un traitement qui pouvait modifier la perception qu'on a de nous-mêmes ou du monde, ce serait assez génial, mais ça n'existe pas. Donc ça ne change pas la personnalité. Sinon, ça faciliterait grandement notre travail sur d'autres problématiques. Quatrième idée reçue, ça va me faire grossir. Alors, idem, c'est en fait une idée reçue qui a une base de réalité, parce que effectivement, la plupart des traitements antidépresseurs font prendre du poids. Alors, pas de manière extrêmement marquée, c'est-à-dire que la plupart des traitements, notamment si on prend les sérotoninergiques, les plus prescrits, les ISRS, c'est en moyenne une prise de 1 à 3 kg. Elle est variable selon les individus, mais elle existe, il faut la prendre en considération. La grande variabilité individuelle fait qu'il y a des patients qui ne prennent pas du tout et d'autres qui vont prendre un peu plus, mais ça reste quand même limité. On a des prises de poids qui sont plus importantes dans la littérature, dans ce qu'on peut observer, un peu observable également en clinique avec les tricycliques et une qui est beaucoup plus importante et on a vraiment un antidépresseur qui se détache des autres en termes de prise de poids qui va être le Norset, la mirtazapine. Et pourquoi je vous dis ça dépend, c'est qu'on en a certains, notamment le Prozac, la fluoxétine, qui est plutôt associée à une prise de poids modérée. Prise de poids qui dans les études est quand même plutôt marquée, perte de poids, excusez-moi, plutôt marquée en début de traitement et qui a tendance à s'estomper après quelques mois. Il a été pas mal détourné une période comme traitement pour perdre du poids, mais grosso modo, c'est quand même pas super sur le poids, mais il faut quand même rassurer les patients parce que sinon, ça va être quand même un frein en leur expliquant que la prise de poids est quand même très modérée et que si on choisit les bons antidépresseurs, on peut quand même la limiter. L'autre petit détail que je vous donne également là-dessus, c'est que la prise de poids n'est pas induite par une modification drastique du métabolisme, elle est plutôt induite par une augmentation de l'appétit. Et donc, si vous leur dites de faire un peu gaffe, ça devrait quand même passer. Cinquième point, ça va altérer ma libido. Alors, à nouveau, en fait, c'est plutôt une réalité. La plupart des antidépresseurs vont avoir des effets indésirables sur le plan sexuel. On n'en a que 2 qui se détachent du lot et qui sont plutôt bien tolérés, c'est la mirtazapine et la vortioxétine. La vortioxétine, c'est si on est en dessous de 15 mg, donc 15 mg ou moins. Les autres antidépresseurs, la plupart sont quand même associés avec une probabilité assez élevée à des effets indésirables sexuels. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tous, et ça ne veut pas dire que tous les patients auront des effets indésirables sexuels, mais qu'on a un risque relativement élevé d'effets indésirables qui est de l'ordre de 25 à 30%. Et
c'est souvent pas trop un problème en début de traitement. Ça va rapidement devenir un problème quand ils vont bien et quand ils vont mieux parce que vous avez réussi à leur trouver un traitement qui leur convient. Et bah là, finalement, si ça devient compliqué sur le plan sexuel alors qu'ils ont récupéré quelque chose qui est satisfaisant au niveau de l'humeur, ça va être un critère d'arrêt du traitement, souvent prématuré, alors qu'on aurait bien aimé qu'il y ait une consolidation qui puisse se poursuivre. Dernière idée reçue, ça va augmenter mes idées suicidaires. Alors, tous les patients l'ont pas, celle-là, parce que c'est plutôt un peu nous, professionnels, qui avons ce serpent de mer de est-ce que les antidépresseurs augmentent les idées suicidaires. Donc, la réalité, c'est que ça augmente les idées suicidaires, c'est une réalité. Ça majore le risque suicidaire en début de traitement. Ce qui est principalement décrit, c'est l'effet de levée d'inhibition. Mais il faut vraiment garder en tête que ça a été principalement observé chez les jeunes adultes, que c'est moins le cas sur des populations un peu plus âgées, que c'est observé également sur des adultes plus âgés, notamment des hommes âgés, souvent isolés, veufs, dans lesquels ça augmente aussi le risque, sur des populations sur lesquelles il faut être plus vigilant, cette augmentation des idées suicidaires en début de traitement. Mais il faut vraiment garder en tête, nous en tant que professionnels, que le bénéfice qu'on va avoir à introduire le traitement dépasse largement le risque suicidaire, notamment si du coup on surveille bien en début de traitement. La petite notion qu'il faut avoir, c'est que quand même le taux de suicide dans un pays est inversement proportionnel à la prescription des antidépresseurs dans ce pays. Donc, il faut quand même garder en tête qu'on est quand même beaucoup plus protecteur en termes de santé publique à traiter quand il faut traiter que finalement d'être frileux parce que ça pourrait augmenter les idées suicidaires en début de traitement. Alors, toujours dans l'optique d'arriver à faire que votre traitement prenne son traitement. Il y a des petites notions qu'on appelle d'adhésion et d'observance du traitement. Vous pourrez relire ça tranquillement. Je pense que ce que je vous propose, moi, c'est une petite approche par étapes. La première, ce serait une prise en considération des croyances erronées, comme on a vu précédemment. La deuxième, ce serait une prise en considération de l'historique médicamenteux de votre traitement. On a souvent des patients, soit ils n'ont rien eu, et c'est plutôt la page blanche, vous allez pouvoir bien faire votre travail d'explication, il n'y a pas trop d'idées reçues basées sur leurs expériences personnelles, mais s'ils ont déjà eu des expériences et qui se sont mal passées, eh ben, il va falloir pouvoir les rassurer de manière peut-être plus importante. Il va probablement pas falloir repartir sur les traitements avec lesquels ça s'était mal passé. Et inversement, s'ils ont eu des traitements avec lesquels ça s'était bien passé, on va plutôt privilégier de les réutiliser uniquement s'ils ont été efficaces, bien entendu, parce que s'il n'y avait pas eu d'efficacité, aucun intérêt. Ensuite, c'est ce que je vais appeler l'abord motivationnel. L'idée n'est pas de manipuler votre patient, mais d'augmenter son adhésion au traitement. Et on a montré dans la littérature qu'il y avait des petites choses sur lesquelles il fallait jouer et obtenir pour que votre patient finalement adhère au traitement. Le premier, c'est qu'il faut qu'il soit convaincu d'être malade. S'il n'est pas convaincu d'être malade ou d'avoir une maladie, vous avez peu de chances qu'il accepte ou qu'il, en tout cas, prenne bien le traitement que vous allez lui prescrire. Le deuxième levier, c'est qu'il puisse comprendre que si on ne traite pas, ça peut s'aggraver, qu'il va y avoir des complications qui vont être très gênantes pour lui. Le troisième levier, c'est le bénéfice du traitement. Donc, on va lui expliquer sur quoi ça joue et ce que ça va pouvoir le soulager. D'un point de vue motivationnel, on joue souvent sur la plainte du patient. C'est-à-dire qu'est-ce que lui identifie comme étant une problématique, au-delà de ce que vous voyez comme problématique clinique. Et on va faire le lien entre le bénéfice du traitement, qui pourrait également avoir un bénéfice, sur ces plaintes directement. Si j'illustre un peu mon propos, mon patient pourrait me dire « je suis hyper irritable, je dors plus et j'arrête pas de m'embrouiller avec mon conjoint ou ma conjointe ». Et on pourrait lui expliquer, bah, écoutez, très bien, et je lui parlerai peut-être pas de sa tristesse, je lui parlerai peut-être pas de ses difficultés de sommeil ni de son aboulie. Je vais plutôt lui dire, bah, en tout cas, l'aspect médicamenteux aurait un réel intérêt pour diminuer l'irritabilité et ça pourrait vraiment faire qu'en termes d'interaction, en tout cas avec votre compagnon ou votre compagne, ça puisse s'apaiser quand même rapidement. Et en fait, on va jouer vraiment sur la plainte, donc ça, c'est un abord un peu motivationnel pour faire un lien entre la plainte du patient et le bénéfice, vous voyez ce que je veux dire, qu'il pourrait avoir du traitement que vous lui proposez. Et enfin, c'est la question motivationnelle toujours. Si le patient identifie que ce que vous lui proposez apporte ou offre plus d'avantages que d'inconvénients, ça va augmenter son adhésion. Souvent, on l'obtient quand même une fois qu'il l'a essayé et une fois qu'il va commencer à avoir potentiellement des effets. L'étape d'après, ça va être de lui proposer, alors ça c'est ma petite astuce perso, je vous la donne, elle est décrite dans certains abords motivationnels et dans certains guides de prescription, c'est qu'une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous avez réussi à faire globalement adhérer votre patient à l'idée. Si vous voyez qu'il y a une petite résistance et qu'on n'est pas dans un cas d'urgence, vous allez lui proposer plusieurs options et vous allez différer la prise de décision. C'est-à-dire que vous allez lui proposer peut-être 1, 2 molécules, 3. Je ne vous conseille pas plus 3, sinon il ne va pas aller regarder et vous allez l'embrouiller plus qu'autre chose. Et vous lui dites,
c'est important, on se revoit dans une semaine ou dans 10 jours, il faut qu'on prenne une décision, je vous laisse réfléchir, je vous laisse regarder, vous revenez avec toutes vos questions et je vous laisse choisir. Et en fait, vous mettez votre patient en fait, dans une posture de prise de décision et dans une posture de choix, et c'est plus vous qui imposez votre traitement. Et on a montré que ça augmentait grandement l'adhésion du coup au traitement. Je vous rappelle les petits chiffres qui traînent, c'est qu'un traitement sur 2 prescrits, ça n'a pas pris comme il faut. Vous voyez, donc, comme je vous le dis, pour moi, c'est vraiment le prérequis avant, vous voyez ce que je veux dire, de rentrer dans de la subtilité pharmacologique. Enfin, on va privilégier, une fois que vous êtes arrivé au bout, bien entendu, ce qui augmente, c'est un peu l'ergonomie de la prise du traitement. Si possible, des traitements, vous voyez ce que je veux dire, qui sont en prise unique et qui s'intègrent bien dans le quotidien du patient. Et après, si vous voyez qu'il est quand même bien dans une démarche de prendre son traitement, mais que de temps en temps, il l'oublie, que c'est un peu compliqué parce que finalement, il est à 200 à l'heure, etc., proposer des petites stratégies de rappel ou ce qu'on appelle d'indissage visuel. Les petits trucs classiques, c'est de laisser la boîte d'antidépresseurs dans un endroit où le patient il passe tous les jours, à côté de sa machine à café, dans son frigo. Pour certains, on va trouver des stratégies, vous voyez. L'indissage visuel, c'est de changer un objet de place ou de mettre un post-it quelque part sans rien écrire dessus, mais qui est associé à l'idée de prendre son traitement pour que le patient, finalement, arrive à bien petit à petit s'approprier une prise qui est régulière. Alors, ça, c'est la version maison, on va regarder tranquillement. Vous ne cassez pas trop la tête, vous pourrez revoir tranquillement. C'est que là, vous avez cassé les idées reçues, vous avez un patient qui a démarré son traitement, et là, on va être vraiment dans l'initiation et la réévaluation. Comme l'a dit Célia, en fait, l'effet est plus rapide que ce qu'on pourrait imaginer, et vous pourriez en fait observer dès 2 à 3 semaines les premiers résultats, en tout cas cliniques. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez initié, que vous avez fait une évaluation, c'est important d'évaluer ce qu'on fait. Et je vous conseille vraiment d'utiliser des échelles d'évaluation standards, souvent en auto-questionnaire, comme les échelles de Beck, le Hamilton, ou du coup les échelles, ce qu'on appelle le QSP9 ou le PHQ9, c'est son nom en anglo-saxon, mais d'utiliser des échelles qui sont des échelles qui ne font pas un diagnostic, mais qui évaluent une intensité de la dépression. Comme ça, vous avez un point de départ avant mise en place du traitement qui va vous être utile pour pouvoir faire des comparaisons au-delà, de la subjectivité du patient, qui, je vous rappelle, est déprimé, donc qui n'est quand même pas le plus subjectif sur son état de santé, sur votre propre subjectivité, parce qu'en fait, quand vous voyez le patient sur un entretien de 15 minutes, 20 minutes, quand vous prenez un petit peu plus le temps, 30 minutes, à la rigueur, on pousse, vous voyez votre patient à un temps T, et ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Si en plus vous le voyez sur une petite fluctuation, il va mieux, on peut se tromper, on a l'impression qu'il va vachement mieux, alors qu'en fait, ce n'est pas complètement la réalité. Donc on refait une évaluation à 2 à 3 semaines, avec bien sûr un interrogatoire, mais c'est de bon ton de réutiliser à nouveau exactement la même échelle que vous avez utilisée 2 à 3 semaines avant. Et vous faites une comparaison pour voir si vraiment, au-delà de votre évaluation, au-delà des éléments que vous rapporte votre patient, est-ce qu'on a vraiment un changement significatif clinique dans ce que vous observez, mais également au niveau de l'intensité des symptômes. Et là, plusieurs cas de figure. Donc, le fameux 30% des cas que vous évoquez, Célia, c'est qu'on aura une réponse satisfaisante qui va évoluer vers une rémission. Et ça, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Mais je vous rappelle, sur un premier essai d'antidépresseur, c'est 30% de chance. Les 70% restants, il ne va pas bien le tolérer, ça va s'arrêter, il va arrêter de le prendre, il ne va pas répondre du tout, ou il va y avoir une réponse qui est uniquement partielle. Donc, dans ce cas de figure, le plus probable que, en fait, malheureusement, vous n'ayez qu'une réponse partielle ou pas de réponse, il faudra insister et il faudra reproposer un rendez-vous pour réévaluer à nouveau 2 à 3 semaines. Après, là, on tombe à 4 à 6 semaines, ce qui sont des chiffres plus classiques dans nos évaluations de la dépression. Et là, à nouveau, vous allez pouvoir vous confronter au fait qu'il n'y ait toujours pas de réponse ou qu'il y ait toujours une réponse qui reste partielle, c'est-à-dire que ce n'est toujours pas satisfaisant. Et je le rappelle, comme l'a bien dit Célia, on ne se contente pas d'une réponse partielle. On veut une réponse satisfaisante avec une rémission de près de 80% des symptômes. Pas juste 40, 50%, ça ne suffit pas. Là, vous avez plusieurs cas de figure qui s'offrent à vous. Soit on a une réponse partielle, et dans ce cas-là, on peut optimiser la dose, et souvent on majore la dose, en expliquant bien au patient. Et à nouveau, on va refaire une réévaluation. Soit, et ça c'est débattu, mais dans des approches un peu agressives pour ne pas faire perdre du temps à vos patients, s'il y a toujours 0 réponse à 4 à 6 semaines, c'est-à-dire rien de chez rien, il est toujours très déprimé, moi je vous conseillerais, on retrouve des données dans la littérature qui vont dans ce sens, d'aller d'emblée à un changement d'antidépresseur. C'est-à-dire de ne pas reperdre à nouveau 2-3 semaines. Vous voyez qu'on a des traitements où il faut attendre, ça peut être long, on est dans des patients qui vont mal, et des fois on est un peu pris dans l'urgence de vouloir les aider.
Alors, sans se précipiter non plus, mais le fait qu'il y ait 0 de réponse, c'est vraiment de très mauvais pronostics à 4-6 semaines sur le fait que ce traitement soit finalement efficace pour votre patient, et il est quand même conseillé de le changer à ce moment-là. On a même des études qui montrent qu'à 2-3 semaines, sur une absence totale de réponse, on pourrait le faire. Mais en pratique, on reste prudent. On est désormais à 6 semaines, on a augmenté notre traitement, et là, pareil, vous restez sur une réponse partielle où il n'y a toujours pas de réponse, il faut changer votre antidépresseur. L'objectif est de revenir ensuite à la case départ, de refaire des évaluations, de changer la classe, souvent d'antidépresseurs, pour aller chercher quelque chose qui va être plus optimal pour votre patient. Dans le cas de figure, les fameux 30, qu'on va augmenter à 40, à 50, puis à 60% après plusieurs essais de réponse satisfaisante à un traitement, l'idée ensuite, ça va être de le garder, et on va le garder en moyenne 6 à 9 mois pour un premier épisode dépressif. Et s'il y a eu des épisodes dépressifs antérieurs, vie entière, on conseille une durée qui va être plus longue, une période de consolidation du traitement, qui est de l'ordre de 2 ans. Il y a des approches dans d'autres pays qui conseillent de garder en fonction de si on est à 2 épisodes, si on est à 2 ou 3 épisodes. Voilà. Et là, il y a des choses qui se confrontent et tout le monde n'est pas d'accord dans la littérature. Ce qui est plus consensuel, c'est de dire que c'est quand même 2 ans et qu'au-delà, on n'a pas vraiment beaucoup de bénéfices à aller au-delà. Mais dans certaines recommandations, notamment anglo-saxonnes, et il y a des petits billets qui sont plutôt des pratiques de santé publique qui disent qu'on peut les garder à vie, les traitements, 5 ans ou à vie. La logique étant de se dire que ça coûte moins cher de garder le traitement à vie que de payer des hospitalisations répétées si jamais ça rechute. Donc il y a un esprit critique à garder sur des recommandations comme ça de traitement, de stratégies très protectrices, très préventives. Retenez vraiment ce qui est le plus consensuel, c'est plusieurs états dépressifs antérieurs, 2 ans de traitement. Le changement d'antidépresseur. Vous avez vu qu'il est très probable en fait que vous soyez amené à changer l'antidépresseur. Il y a plus de chances que ça ne réponde pas de manière optimale, que ça réponde de manière optimale. Donc en fait, dans votre pratique, il devrait être normal de changer régulièrement l'antidépresseur de vos patients. Vous voyez que le type de traitement existant et le type de traitement vers lequel je peux aller, maintenant on a une possibilité d'antidépresseur qui est extrêmement élevée. Alors on ne les a pas tous, les anglo-saxons les ont, mais nous on ne les a pas tous, mais on en a déjà pas mal. Et passer de l'un à l'autre, s'il faut connaître tous les switches existants, c'est un peu galère. Nous, on utilise en pratique des sites qui font des sites de référence qui permettent de vous dire comment faire finalement le changement. Je vous ai mis l'exemple, vous voyez, vous avez un tableau à double entrée, vous choisissez d'où vous partez et vers quel traitement vous voulez aller. Et vous avez ensuite une petite recommandation qui vous dit comment faire pour rester sécure et principalement pour qu'on évite des effets sérotoninergiques. Donc ça, pour la pratique, c'est plutôt bien à avoir. On travaille tous désormais avec des ordinateurs, pratiquement. Vous avez ce petit lien et dès que vous avez des changements à faire, vous pouvez aller regarder pour le faire dans des conditions sécures. Ensuite, on arrive au temps de l'arrêt de l'antidépresseur. Donc là, c'est super, on a fait toutes les étapes précédentes, on a trouvé quelque chose qui convient bien et arrive le temps où il faut l'arrêter. J'insiste sur cette notion, on voit encore beaucoup trop de patients qui ont des traitements qui sont comme ça, laissés indéfiniment. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois parce que le patient ne souhaite pas l'arrêter, il a peur de la rechute, il a tellement été mal quand il était déprimé, il n'a pas envie d'arrêter son traitement. Il va falloir quand même lui expliquer que le bénéfice n'est quand même pas... il n'y a pas de bénéfice, en tout cas probant, de le garder indéfiniment. Il n'y a pas de risque non plus en réalité, que vous n'êtes pas... C'est pas une erreur de le laisser indéfiniment, mais... c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas trop de traitements, on limite les interactions possibles, si jamais il y a besoin d'autres traitements, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de leur laisser un traitement indéfiniment. Et là, il va falloir se méfier de l'ancien, entre guillemets, syndrome de sevrage, qu'on appelle plus communément désormais un syndrome de discontinuité ou un syndrome, ce qu'on appelle de retrait des antidépresseurs, qui va survenir souvent dans les 48 à 96 heures qui suivent l'arrêt ou les diminutions. Et ça peut donner, c'est un peu compliqué parce que ça va donner tout un ensemble de symptômes un peu bâtards, pas très clairs et en tout cas qui ne vont pas vous orienter vers quelque chose de très précis. Et je vous ai mis la liste, je ne les reprends pas tous. Souvent, les classiques qui sont décrits par les patients, c'est des espèces de maux de tête, d'irritabilité. Il y a un sentiment de choc électrique dans les membres qui revient souvent ou dans la tête qui peut être apporté. Voilà, on est dans un truc un peu bizarroïde, ce qui fait souvent on va dire pas le diagnostic, entre guillemets, ça va être vraiment ce critère temporel et, on va dire, le changement, la baisse ou l'arrêt de l'antidépresseur.
sachez que les patients, dès qu'ils oublient de prendre leur traitement, ils peuvent connaître ces symptômes-là. C'est-à-dire qu'ils sont partis en week-end 3 jours, ils ont oublié de le prendre, on est pile dans la fenêtre temporelle dans laquelle ils vont pouvoir déclencher ce type de symptômes. Et ils vont pouvoir d'ailleurs s'en plaindre auprès de vous, que vous ne les aviez pas prévenus, etc., que ça ne va pas du tout, ou ils vont pouvoir revenir vous dire qu'ils sont en fait hyper mal, que la dépression est revenue. Il faut bien leur expliquer, attention, ce n'est pas forcément qu'il y a eu une perte d'effet du traitement et votre dépression revient, c'est ce qu'on appelle un syndrome de discontinuité, et ça vient peut-être ramener un peu de l'eau au moulin, en fait, de bien prendre régulièrement son antidépresseur. Il y a des traitements qui sont plus pourvoyeurs de ces effets-là que d'autres. Je vous ai mis un peu attention sur la paroxétine et la venlafaxine, qui sont les deux, en plus qu'on prescrit très souvent, vous voyez, mais qui sont en fait les deux plus pourvoyeurs de syndrome de discontinuité. Donc c'est vraiment, il faut faire gaffe avec cela. Et du coup, sur la diminution et l'arrêt, il faut être particulièrement tranquille, vous voyez. Et vous avez des stratégies, soit la petite règle, ce qu'on appelle des 10%, qui n'est pas hyper consensuelle et elle n'est pas hyper facile à appliquer, qui est de faire une diminution de 10% en gros toutes les 1 à 3 semaines. Et plus le traitement a été gardé longtemps, notamment plus d'1 an, plus on conseille d'utiliser cette règle des 10%. Et là, il va falloir ruser. Alors avec la venlafaxine, on a le 37,5 qui nous permet de ruser un peu. Avec la paroxétine, c'est un peu plus compliqué. Mais dans ce qu'on lit dans la littérature, ils vous disent même d'aller bidouiller, d'aller couper votre comprimé en 4 comme vous pouvez, c'est pas grave, on n'aura pas exactement des doses pile-poil, mais il faut juste y aller très tranquille. Il y a même des études qui vous disent de le diluer vous-même, vous faites votre truc maison, mais je ne conseille pas, moi, ce type d'approche. Voilà. Après, vous avez une astuce qu'on utilise souvent, c'est en fait, ça peut paraître bizarre au patient, il faut bien lui expliquer, c'est qu'en fait, on va garder son traitement paroxétine ou venlafaxine, on va lui changer vers un autre antidépresseur qui est mieux toléré lors de l'arrêt. Vous allez lui faire un changement, non pas parce qu'il n'y a pas d'efficacité, on est en fin de traitement, vous allez utiliser un traitement à demi-vie hyper longue, notamment on utilise principalement la fluoxétine, qui a des demi-vies extrêmement longues, et du coup qui, lui, est généralement très bien toléré sur les décroissances et les arrêts. Et on va lui proposer, du coup, ensuite, ce qu'on va changer, de diminuer de manière progressive pour limiter les effets indésirables. Alors, ce qui est bien en plus avec la fluoxétine, ça existe en solution durable aussi. Donc, même pour les patients hyper anxieux, etc., on peut y aller milligramme par milligramme. Je vais la prendre. Je la prends, si tu veux. Ouais. Donc, on a une petite question, je m'interromps. Est-ce qu'il est plus difficile d'arrêter un traitement antidépresseur dans le cadre d'un trouble anxieux? Alors, je n'ai pas une donnée scientifique en tête qui me permettrait de vous dire si c'est plus simple ou moins simple. Mais dans ma pratique clinique, je trouve que c'est plus difficile. Je ne sais pas, Célia, toi, ce que tu en penses. Ouais. Bon, les 3 psychiatres de la salle. Boris, toi, les anxieux. Ouais, Boris est d'accord aussi. Bon, oui. Ouais. Le truc dans le trouble anxieux, c'est que dans mon expérience, on prescrit beaucoup la paroxétine, qui est de ceux qui sont les moins bien tolérés quand il y a un arrêt ou une diminution trop brutale. Donc, je pense que c'est ça qui joue aussi et qui fait que l'anxiété, elle flambe si on ne fait pas bien la décroissance ou s'il y a une discontinuité du traitement. Il y a ça, et puis il y a le fait que les troubles anxieux ont un peu moins un début et une fin, comme une dépression. Et si on a pas mis le paquet sur la psychothérapie, assez rapidement, en fait, on peut voir réapparaître des modes de fonctionnement. Donc oui, effectivement, c'est plus délicat au niveau de notre pratique d'arrêter un traitement. Mais pas parce qu'il y a plus d'effets indésirables ou de sevrage, de syndrome de discontinuité. Moi, je suis vraiment du même avis que Célia. Sur le trouble anxieux, si on n'a pas mis le paquet sur la psychothérapie, vous n'avez pas traité le trouble en réalité. Dans le trouble anxieux, un peu de manière un brin différente que la dépression, si on ne traite pas le processus psychologique anxieux sous-jacent, vous avez juste mis finalement quelque chose qui a atténué l'intensité des symptômes et qui a rendu finalement les choses plus vivables pour le patient. Et le jour où on arrête, c'est moins vivable à nouveau, tant qu'ils n'ont pas appris finalement à gérer différemment les sources un peu d'anxiété et à les percevoir différemment. Surtout, c'est un travail de la perception du danger qu'on fait en psychothérapie. Est-ce que ça répond à la question? Dernier petit point que je trouvais intéressant, qui est l'intérêt du dosage pharmacologique. Vous avez la possibilité de doser les antidépresseurs. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément hyper fréquemment,
mais il peut y avoir des intérêts, surtout chez les patients qui ont déjà eu finalement des caisses ou des wagons d'antidépresseurs et qui n'ont jamais vraiment répondu, donc les fameux résistants, avant de se lancer dans des stratégies complexes, notamment de potentialisation. Vous pouvez également le faire dès que vous avez un doute quand même sur l'observance. Alors, en réalité, si vous avez un doute sur l'observance, c'est beaucoup plus simple d'en discuter avec le patient que d'aller faire des dosages pharmacologiques. Et vous pouvez le faire aussi, et ça va être ça plutôt indiqué dans la pratique en soins primaires, chez des patients âgés sur lesquels il y a des tricycliques. Parce que patients âgés, souvent avec des comorbidités plus tricycliques, qui ont des effets indésirables, notamment sur le plan cardiovasculaire, qui font vraiment mauvais ménage avec les troubles du rythme ou avec, on va dire, d'autres types, on va dire, de traitements, ça peut être intéressant en tout cas d'aller les doser. Je vous ai mis les niveaux de preuve dans lesquels c'est recommandé et c'est vraiment que les tricycliques qui ressortent, dans lesquels il y a un vrai intérêt à aller les doser. Et il y a un deuxième intérêt à les doser, les tricycliques, c'est qu'ils ont des marges en fait thérapeutiques et des marges de toxicité beaucoup plus étroites, c'est-à-dire que ça devient plus rapidement toxique. Vous prenez de l'avant-la-vaccine, c'est pas grave si votre patient il se trompe et il prend 2 ou 3 comprimés, il y aura peu de risques. Il prend par contre 3 ou 4 fois de la clomipramine en se trompant, ça devient plus embêtant. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un intérêt dans des populations, on va dire, plutôt spécifiques et principalement avec les tricycliques reconnus. Alors, est-ce que les dosages sont remboursés en ville? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Dès que je le fais, je demande toujours aux patients d'appeler le labo, de demander si le labo le fait, de demander les modalités dans lesquelles le labo le fait, parce que c'est des fois variable, et ils ont vraiment, eux, en fonction des laboratoires avec lesquels ils travaillent, est-ce qu'il faut venir le matin, le soir, est-ce qu'on est en dosage résiduel ou est-ce qu'on est en dosage juste après la prise du traitement? Il y a beaucoup de variables. Voilà. Souvent, ce sont des dosages qui partent à Paris, Marseille ou Lyon. On n'a pas les résultats tout de suite. Donc voilà, c'est à garder dans un coin de votre tête que c'est possible, et principalement, je vous conseille, pour les tricycliques, dans les populations âgées. Ou, deuxième cas de figure, les gens qui répondent jamais au traitement, qui se plaignent d'effets indésirables. La notion qu'on cherche, nous, en réalité, au-delà de la surveillance des tricycliques, c'est dans la non-réponse. Est-ce que ce sont des personnes qui ont un métabolisme un peu particulier, et notamment, du coup, ce qu'on appelle des personnes qui ont un profil de cytochrome voilà, particulier? Est-ce que c'est des métaboliseurs lents ou rapides? En fonction du type de métabolisme, il y a 10% de la population qui est métaboliseur lent, 10% de la population métaboliseur rapide. Ça va jouer sur certains antidépresseurs et ça va peut-être leur faire perdre en efficacité. Ou inversement, favoriser une accumulation et donc des effets indésirables très rapides des traitements. Et ça peut vous poser question dans 2 cas de figure. Un, si vous avez des patients, vous avez beau leur mettre tous les traitements antidépresseurs du monde, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Il faut se poser la question, est-ce qu'ils ne les dégradent pas à vitesse grand V? Et 2, ceux qui vous font des effets indésirables à chaque fois que vous et du coup, ça se passe très mal. À chaque fois, ils vous font tous les effets indésirables de la Terre. Il faut se poser la question, est-ce que justement, ils n'ont pas un profil qui fait qu'ils accumulent de manière excessive et très rapide les médicaments et donc qui déclenchent des effets indésirables? Et dans ce cas-là, ça peut être également intéressant. Voilà pour cette petite partie bonne pratique, mise en route de votre traitement, continuité, surveillance, dosage. Là, on voulait vous partager plutôt nos petits trucs et astuces, c'est-à-dire au-delà des connaissances générales que vous aviez probablement en grande partie, c'est vous donner des petites choses de notre expérience clinique. Et donc, on va un peu alterner avec Célia, mais des choses qui nous paraissaient en tout cas importantes ou des petites astuces sur lesquelles n'hésitez pas, vous pouvez rebondir et nous poser des questions. Moi, je vais commencer. La première que je trouve quand même fondamentale, c'est clairement de ne pas oublier d'éliminer l'hypothyroïdie avant de vous lancer sur le fait que le patient soit déprimé. Les tableaux sont extrêmement confondants et souvent les patients qui ont une hypothyroïdie ont un tableau dépressif. Alors, petite question, je m'interromps. Est-ce qu'un tableau de synthèse, molécules, indications, effets indésirables? Ah oui, on en a, on va vous en trouver. On a pas mal d'articles avec des recommandations. Moi, de manière générale, je vous recommande souvent les articles de la revue médicale suisse qui a des tableaux de synthèse qui sont extrêmement bien faits et en langue française et qui sont disponibles. Et nous, je demanderai, on verra avec Mme Senan pour vous mettre un tableau récapitulatif. Tu veux que je réponde? Ouais. Alors, l'action sur la prolactine, j'en profite. Je ne l'ai pas mis dans les petits trucs et astuces, mais c'est une réalité.
On a souvent plutôt cette idée que c'est les neuroleptiques qui vont pouvoir perturber effectivement la prolactine. En réalité, les ISRS, donc les ISRS, tout ce qui est une action sérotoninergique, va pouvoir augmenter l'augmentation de la prolactine. Et si c'est le cas, en effet, c'est une indication à diminuer ou à changer le traitement. Voilà. C'est principalement des personnes, ça va être souvent les femmes qui ont une aménorrhée sous ISRS qui vont se dire il y a une aménorrhée, c'est pas logique, et pourtant il n'y a pas de problème au niveau de l'alimentation, il y a pas, elles ne sont pas enceintes, hein, vous avez vérifié, mais s'il y a un ISRS dans le coin, il y a en effet une action sur la prolactine. Et ça peut augmenter une hyperprolactinémie qui est généralement pas très élevée, mais même une hyperprolactinémie pas très élevée suffit à entraîner une aménorrhée. Donc oui, vigilance là-dessus, plus grand on dose en fait. On va doser la prolactine s'il y a une aménorrhée. Et oui, on conseille de changer d'antidépresseur et on va aller choisir des noradrénergiques plutôt. On va essayer de s'éloigner d'une activité sérotoninergique trop pure. Dans les deuxièmes tips, alors je vais peut-être plutôt dire celui-là. Effectivement, avant de mettre au traitement antidépresseur, l'hypothyroïdie, comme vous a dit Pierre-Yves, fait des tableaux qui peuvent être confondants. Mais on n'oublie pas jamais d'antidépresseur seul dans le traitement de la dépression bipolaire. Profitez de vos premières consultations pour rechercher les antécédents personnels et familiaux. Ça peut donner une idée quand même des patients qu'on fait une primo-prescription d'un patient vierge de traitement. Les antécédents familiaux peuvent aiguiller. Recherche de suicide dans la famille, de troubles bipolaires, de schizophrénie. Jamais d'antidépresseur seul dans la dépression bipolaire. Après, c'est un peu dit, on redit, on peut privilégier les antidépresseurs qui ont des propriétés sédatives, surtout s'il y a des troubles du sommeil importants. Dans ce qu'on a disponible en France, la paroxétine, la mirtazapine, la morphine. En réalité, vous pourriez mettre des tricycliques, on a également ces propriétés-là, mais comme c'est plus compliqué à utiliser, gardez plutôt ce deux en première attention. Oui, moi j'ai une petite préférence pour la mirtazapine. Alors, petit aparté, la mirtazapine, c'est une super astuce pour proposer aux patients un traitement sur les troubles du sommeil qui vous évite de passer par les benzos ou les hypnotiques. Vous leur proposez du coup 15 mg de mirtazapine coupé en deux, c'est-à-dire 7,5 mg. Et ça peut faire le travail du coup pour les aider. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour la dépression du postpartum? Pour la dépression du postpartum, la première recommandation, c'est en fonction de la sévérité, il faut traiter par un médicament, par un antidépresseur. Et il peut se poser la question de l'allaitement, mais en fonction de la sévérité de l'épisode, on va plutôt se poser la question de la nécessité ou pas de poursuivre l'allaitement. Une femme très déprimée en postpartum, si le citalopram et le Zoloft, donc sertraline, ne fonctionnent pas, on va préférer arrêter l'allaitement et mettre les traitements nécessaires à la prise en charge de la dépression du postpartum. On revient sur des petits cas particuliers. Pour nos patients qui ont des profils plutôt de douleurs neuropathiques, de douleurs chroniques, les tableaux comme ça complexes de type fibromyalgie, il y a des études qui montrent que la duloxétine, le Cymbalta, se détache quand même du lot parmi les antidépresseurs que vous pouvez utiliser et qui aurait une double casquette, c'est-à-dire à la fois l'effet antidépresseur, plus du coup une casquette sur les douleurs. Vous avez également des études qui montrent des efficacités intéressantes pour les tricycliques. Et les grands classiques qui sont utilisés, on a l'Aroxyl, voilà, mais voilà. Retenez que la duloxétine, qui est plus simple d'utilisation que les tricycliques, a montré vraiment de bons résultats. Et l'avant-la-vaccine, ça je pense que je vous l'avais déjà un petit peu dit, c'est détaché pour le traitement de la dépression chez les femmes en périménopause, et ce d'autant plus si elles n'ont pas de traitement substitutif de la ménopause. Alors, je vous ai mis aussi une petite astuce concernant tout ce qui est syndrome dysphorique prémenstruel qui peut mimer certains tableaux dépressifs, mais également dans les cas de figure où vous avez dépression plus aggravation dépressive cyclique dans les périodes prémenstruelles. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est déprimé, mais qui a également en plus un syndrome dysphorique prémenstruel qui fait qu'on a vraiment des fluctuations qui sont encore plus marquées. En fait, dans ces deux cas de figure, alors en première intention, ça va être plutôt des traitements hormonaux qui sont conseillés, mais on peut utiliser quand même les psychotropes. Il y a des études qui montrent, par exemple, sur un syndrome dysphorique prémenstruel simple, c'est-à-dire il n'y a pas de dépression caractérisée associée, qu'on pouvait faire des administrations cycliques prémenstruelles
en prise unique ou en prise pendant quelques jours finalement en prémenstruel. Et les études portent sur les citalopram, la sertraline, la fluoxétine ou la paroxétine, et que c'était même plus efficace qu'une prise continue. Donc, pas forcément besoin de les mettre sous traitement continu. Par contre, s'il y a déjà un traitement continu pour une dépression et qu'il y a toujours des fluctuations prémenstruelles, on peut aussi utiliser la petite astuce. On garde le traitement de base, par exemple de l'escitalopram à 10, et on peut monter à 15 ou à 20 en période prémenstruelle, et on passe à 10 une fois que les règles sont passées. Ça, c'est des petites astuces de prescription qui, des fois, peuvent faciliter un petit peu ou soulager les fluctuations qui existent. Et oui, ça c'est une petite combinaison qu'on aime bien, appelée la fusée californienne. Et j'ai même vu des articles dans lesquels c'était traduit, la fusée Ariane, dans le pays public lecteur français, ils ont traduit. C'est exactement, chez les patients où rien ne fonctionne, l'association venlafaxine, mirtazapine est vraiment une action qui permet de potentialiser les deux traitements et qui ont une très très bonne efficacité chez les patients. Moi, j'ai des histoires de patients, des histoires de guerre où cette association m'a ramené et m'a rendu beaucoup de services. Alors après, c'est pas en première intention. Et c'est uniquement après avoir essayé peut-être 2 ou 3 antidépresseurs bien conduits. Elle est vraiment facile d'utilisation en fait. C'est pour ça qu'on vous en parle, c'est que même si effectivement on s'adresse plutôt à une prescription de soins primaires et pas forcément à une prescription de potentialisation spécialisée, si vous êtes démuni, si c'est compliqué d'avoir accès à un psychiatre, si vous êtes à l'aise avec la prescription de ces deux traitements, vous les combinez, ça va vraiment potentialiser. C'est plus efficace que venlafaxine tout seul ou mirtazapine tout seul. On a vraiment un effet où ils se potentialisent l'un l'autre. Et il n'y a pas vraiment d'effet indésirable supérieur. La seule chose à prendre en compte, je le mets, c'est quand même la prise de poids. C'est-à-dire que cette association fait prendre pas mal de poids, donc il faut être vigilant, il faut vraiment prévenir vos patients. On va essayer de débloquer vraiment la situation, mais qu'il va falloir qu'ils fassent bien gaffe à ce qu'ils mangent. Et dernière petite chose, alors c'est pour tout ce qui est un peu phytothérapie et compagnie, la notion du millepertuis qu'on voit souvent, vous pouvez le voir traîner dans des articles sur la plante de Saint-Jean, le Saint John wort, parce que les anglo-saxons l'appellent comme ça, on ne le voit pas sous le nom de millepertuis, qui a montré dans des études, il faut le savoir, une efficacité sur les dépressions légères à modérées, supérieure au placebo, donc c'est quand même à noter. Par contre, qui n'a pas montré de supériorité au placebo sur des dépressions plus sévères, donc on ne va pas l'utiliser comme stratégie thérapeutique. Maintenant, à l'ère d'Internet, les patients peuvent se commander ça sur Internet facilement en suivant un peu les doses. Voilà, vous avez un patient de deux cas de figure dans lequel il est intéressant de connaître ce truc-là. Le premier, c'est si vous avez un patient féru de ces trucs-là qui les prend en plus des antidépresseurs. Attention, d'accord? Ce sont des traitements qui, dès que vous allez les combiner, augmentent le risque d'effet sérotoninergique et de syndrome du coup sérotoninergique. Donc, c'est pas souhaitable. Attention, s'ils sont férus de ce truc-là et qu'ils ne prennent pas d'antidépresseurs, c'est des inducteurs puissants de certains cytochromes. Ça va du coup vous bloquer l'action de pas mal de médicaments associés. Alors, je ne les connais pas par cœur, je vous laisserai aller voir, mais attention si vous avez des patients qui prennent du millepertuis. Et enfin, si vous avez un patient qui ne veut pas du tout entendre parler d'antidépresseurs, parlez-lui du millepertuis, parce que ça peut quand même l'aider. Il ne faut pas qu'on se ferme de porte, même si c'est quelque chose que nous, on ne va pas recommander en tant que psychiatre, mais pourquoi pas, vous pouvez en discuter avec lui. Après, on peut l'utiliser comme la technique du pied dans la porte. On a essayé une molécule et puis on essaie une autre molécule en suivant. On doit maîtriser notre prescription en médecine générale. Ouais, alors c'est le problème, c'est qu'on n'a pas on n'a pas de choses utilisables. Dans la même lignée, vous avez peut-être entendu passer des choses. Est-ce que si je prends des comprimés avec des choses qui sont chargées en tryptophane, précurseurs de la sérotonine, ça améliore la dépression? En réalité, ça ne marche pas vraiment dans les études versus placebo. On a quelques petites choses qui montrent que c'est intéressant, mais associées à des antidépresseurs sur des dépressions qui résistent déjà à tout. Et clairement, c'est quand même pas hyper probant. Moi, les peu de fois où j'ai voulu l'essayer dans des cas un peu désespérés en me disant allez, on essaye, parce que de toute façon, on a déjà tout essayé, donc pourquoi pas. Déjà, c'est hyper embêtant parce que les seules choses que vous avez sur le marché, c'est le Séroxyl actuellement, que ça coûte cher et que si vous suivez les 2 à 3 grammes par jour de recommandation, il faudrait qu'ils prennent quasiment 15 comprimés par jour.
à un prix souvent élevé, le séroxyl. Donc, en gros, ce n'est pas très utilisable en pratique. Donc, restons sur nos antidépresseurs, c'est déjà très bien. Voilà. On a fini notre présentation générale sur les antidépresseurs, la pratique de prescription, les petites astuces qui nous venaient en tête et qu'on voulait vous partager. Est-ce qu'avant qu'on passe aux vignettes cliniques, vous aviez des questions, des remarques, des points spécifiques que vous voulez qu'on détaille? Il y a quelle heure? Non, ok. Bon, ça saute. Alors, les vignettes cliniques sont succinctes, hein, on n'a pas trop chargé nos vignettes cliniques, c'est histoire de partager et de mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Alors, donc je vous propose d'échanger un peu autour de la symptomatologie de Julien, 34 ans. Julien a une symptomatologie de dépression d'intensité sévère, c'est son premier épisode. Il a une Hamilton à 20. Ses symptômes évoluent depuis 4 mois et il n'a pas d'idée suicidaire ni de critères de gravité. Vous l'avez vu une première fois il y a 4 semaines et vous lui avez prescrit de l'escitalopram 10. Vous le revoyez en consultation aujourd'hui, il ne se sent pas mieux. Il dit avoir eu des nausées après l'introduction du traitement, mais elles ont désormais disparu. Qu'est-ce qu'on peut proposer à Julien? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, on va vous laisser intervenir sur la situation de Julien. Je réponds à l'association des antidépresseurs ayant un intérêt. Clairement, en pratique de soins primaires, je ne recommande pas les associations d'antidépresseurs, à part celle qu'on vous a donnée parce qu'elle est facile d'utilisation. Il y en a d'autres qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un intérêt limité. Et clairement, en soins primaires, pas d'association. Sauf la privée californienne. Mais... Dans rien à dire. Non. Donc, augmenter le traitement, c'est une des propositions. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre au-delà du traitement? On disait, vous êtes en consultation de médecine générale, vous avez 15-20 minutes devant vous. Il vous dit que ça ne va pas mieux. Il s'est passé 3 minutes. Oui, pourquoi pas. Effectivement, les études montrent une supériorité de l'association psychothérapie traitement antidépresseur. Ouais. Alors, oui, refaire le Hamilton, c'est effectivement ce que il y a des petites choses. Hop. Le fait de refaire le Hamilton vient, vous voyez ce que je veux dire, objectiver ce que vous avez évalué, ce que le patient vous rapporte, c'est le fait qu'en effet, il n'y a pas d'amélioration de son état sur le plan dépressif. Et donc, l'idée, en effet, c'est d'aller monter l'antidépresseur. Est-ce qu'il a arrêté son traitement pour nausée? Bon réflexe. Est-ce qu'en ce moment, il a interrompu? Vérifier l'observance, effectivement. Très bien. Tout à fait. Effectivement, on l'a dit, un traitement sur 2 qui n'est pas pris, c'est son premier épisode, il n'en a jamais eu, il a peut-être plein d'exercices. Voilà. En plus, il ne va pas bien, donc, et quand on est déprimé, je vous rappelle, c'est une maladie qui annihile l'envie et la motivation à faire des choses, donc, même la motivation à se traiter peut être compliquée. OK. Donc, en effet, c'est vraiment ce qu'on attend, c'est-à-dire évaluer l'observance, réévaluer l'intensité par rapport à notre évaluation initiale pour aller amener un peu plus d'objectivité à notre évaluation. Et effectivement, ça va ouvrir la porte à ce qu'on va pouvoir lui proposer, peut-être ramener de la psychothérapie dans la balance, vous voyez, revenir sur des conseils effectivement que vous avez pu lui proposer, d'activité physique, etc., de rester actif, c'est fondamental. Et effectivement, vu que là, il n'y a pas de réponse, on est dans le cas de figure qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire prescription, réévaluation, pas de réponse. Et dans ce cas-là... Alors après, moi, j'aurais plutôt tendance dans ce cas-là, c'est moi, si Julien il est en face de moi, je change de traitement. C'est quand même un épisode dépressif sévère.
épisode dépressif sévère, aucune réponse après 4 semaines de traitement bien conduit. Et si jamais j'augmente la dose, j'aurai tendance à le revoir 2 semaines après l'augmentation de dose, histoire d'être bien sûr qu'on n'aura pas plus avec les citalopram. Je ne laisserai pas 4 semaines supplémentaires. Il faut le traiter, ce patient. Et on passe sur un IRSNA. Tout dépend de votre confort de pratique. Les 2 réponses sont bonnes, monter ou changer d'angle. Mais monter, en effet, il va falloir revoir assez vite. Il ne faut pas laisser traîner 4-8 semaines, ça. Le drame, c'est de rien faire et d'attendre. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut surtout éviter devant ce cas de figure, c'est de se dire j'attends. On peut attendre 6 semaines. Non. Là, il faut vraiment agir. Vous avez largement le recul suffisant. Et vous montez, et avec une réalisation rapide. Voilà. Dans les propositions, vous avez marqué monter à 15 ou monter à 20. Vous pouvez faire, s'il a plutôt globalement bien toléré, vous pouvez être incisif et monter à 20 en effet. Ouais, excusez-moi pour le son. Ce que je disais pour le fait de monter, effectivement, là, il ne faut pas être timoré. On monte à 20 plutôt qu'à 15. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à traiter sa dépression et que ça ne s'aggrave pas plus. C'est d'autant plus que l'épisode est sévère et il a 34 ans, donc on peut partir sur le fait qu'il y aura une bonne tolérance, surtout s'il a bien toléré à 10 mg. Alors, l'anxiolytique en plus, et puis... D'accord. Quel est l'intérêt de mettre un anxiolytique en plus dans cette situation par l'interrogation? Le premier intérêt, enfin, mettre un anxiolytique, pourquoi pas? Oui et non. Ça peut permettre de soulager de manière un peu rapide là, les premiers symptômes du patient. Ça ne traitera pas sa dépression. Hein. Je rebondis parce que c'est une question intéressante, notamment sur le mythe de la coprescription initiale antidépresseur et anxiolytique pour prévenir la fameuse levée d'inhibition et le risque de majoration des idées suicidaires. On en avait déjà parlé dans une autre soirée, c'est un mythe. Il n'y a pas du tout d'obligation ni de recommandation de faire une coprescription d'emblée antidépresseur plus du coup anxiolytique. Les anxiolytiques, c'est vraiment au cas par cas. Vous voyez s'il y a vraiment une participation anxieuse qui est très très forte, ou s'il y a vraiment des troubles du sommeil majeurs qui sont intriqués, et vous pouvez lui proposer en plus. Ça peut être aussi une stratégie d'accroche du patient, parce qu'en fait, c'est des traitements qui ont un effet rapide. Donc, s'il est réticent à l'idée de prendre des traitements, si vous lui apportez un traitement qui lui apporte un soulagement rapide, il va adhérer un peu plus à une stratégie pharmacologique. Donc, vous pouvez aussi le réfléchir dans ce sens-là. Mais pas systématique, au cas par cas, à discuter en fonction des symptômes et principalement du niveau d'anxiété du patient et éventuellement des difficultés de sommeil. Alors, petit cas de figure numéro 2, vous recevez en consultation donc Eva. Eva, elle a 16 ans, vous ne l'avez jamais vue. Elle est venue en fait tout seule, elle a pris rendez-vous sur Doctolib. Elle a une symptomatologie dépressive caractérisée d'intensité modérée. Elle vous dit qu'elle n'a jamais connu ça auparavant. Vous lui faites un Hamilton qui retrouve un score de 16 et elle vous explique que en fait, tous les symptômes dépressifs qu'elle a, elle vous rapporte vraiment une symptomatologie dépressive caractérisée, évolue depuis maintenant 2 mois. Pareil, même question que le cas clinique précédent. Vous verrez, ce n'est pas compliqué, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, une chose, c'est une bonne idée de creuser, d'aller un peu essayer de voir s'il y a des antécédents, s'il y a des facteurs qui effectivement sont précipitants. Nous, on a tendance à toujours chercher la triade, qu'est-ce qui prédispose, qu'est-ce qui précipite et qu'est-ce qui entretient. Voilà, mais il faut le chercher, c'est bien. Il faut chercher est-ce qu'il y a des facteurs de stress. La vie psy d'emblée, peut-être pas, mais voilà. Et il va être très long à obtenir, sauf si vous nous... Ah non, on ne fait pas les mineurs, excusez-moi.
Donc, compliqué à obtenir. Le contexte scolaire. Alors, je vous rappelle, on a une soirée sur les antidépresseurs. Est-ce que vous traitez cette patiente? Ouais. Alors, donc, introduction de la sertraline et conseils de psychothérapie. Alors, la psychothérapie, c'est ce qui ressort dans toutes les recommandations de toute façon chez les mineurs. C'est on balance la psychothérapie d'emblée. C'est-à-dire que, alors, c'est en réalité compliqué parce qu'il faut trouver le psychothérapeute. Après 2 ans d'attente. Voilà. Et il faut trouver, du coup, il faut que la patiente, elle veuille bien aller voir quelqu'un. Parce qu'à 16 ans, vous lui demandez c'est quoi une psychothérapie, ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, ça reste la recommandation. Pourquoi? Parce que c'est des populations où là, ça a été bien prouvé. Les efficacités de l'antidépresseur versus le placebo, on n'est pas vraiment gagnant. Il n'y a qu'un traitement qui se détache des autres, c'est la fluoxétine. Et les autres, globalement, ils ne sont même pas recommandés parce que vraiment, on serait perdant par augmentation du risque suicidaire. La sertraline, elle, a une indication pas vraiment sur les tableaux dépressifs, mais plus sur les tableaux anxieux chez les patients mineurs. Donc, on va plutôt privilégier de la fluoxétine sur un tableau dépressif si vous voulez traiter. Et souvent, normalement, c'est après mise en place de psychothérapie et s'il n'y a pas vraiment de réponse à la psychothérapie. Je vous ai remis, du coup, le texte un peu de recommandation derrière. C'est le seul cas AML d'intensité modérée à sévère en association avec la psychothérapie. Et après échec, s'il y a déjà eu 4 à 6 séances de psychothérapie, ça ne s'améliore pas. En pratique, ça restreint pas mal la possibilité de prescrire. Moi, j'aurais tendance à dire, alors je n'ai pas une pratique adolescente, je n'ai pas énormément de patients adolescents, je vais laisser la parole à Célia, puis à Sarah, si vous avez vos expériences partagées, mais moi, globalement, je n'hésite pas à prescrire si le tableau est quand même marqué. Et je trouve qu'on a tellement un gain des antidépresseurs, et là, en plus, vous avez la fluoxétine, on a quand même des études qui font que vous êtes sécure dans votre utilisation. Donc voilà. Alors moi, je vais juste vous partager, le son est altéré. Je sais pas. Moi, je vais juste vous partager un peu mon expérience. Chez les mineurs, ce qui est le plus difficile, c'est le diagnostic, en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler à une dépression chez une jeune de 16 ans. C'est vraiment le plus difficile. En réalité, et d'ailleurs qui demande, contrairement à un adulte jeune, quelqu'un qui aurait 40-50 ans, ça demande souvent plusieurs consultations pour voir le jeune à différents moments, dans des moments de crise et des moments de non-crise. Après, je ne vous dis pas de le voir 10 fois avant de poser le diagnostic, mais quand même, c'est le diagnostic le plus difficile. Une fois que le diagnostic est posé, en réalité, la réponse est quand même assez bonne et il y a vraiment un bénéfice à traiter. Non, je confirme aussi. Et sur des ados vraiment fin d'adolescence, 16-17 ans, quand ils répondent pas à la fluoxétine, moi, j'ai pas hésité à quand même mettre de la sertraline parce que ça répond plutôt bien aussi et les symptômes dépressifs sont quand même bien atténués. Avec l'un ou l'autre, on est quasiment chez presque du mini-adulte, hein, donc ça fonctionne tout aussi bien. Donc, même si l'AMM, c'est le trouble anxieux, pourquoi ça fonctionnerait sur la dépression à 18 ans et 1 mois et pas à 17 ans et 6 mois. Donc, voilà. Je finis sur les ados. Si vous prescrivez, par contre, comme c'est une population où c'est quand même bien montré que le risque d'idées suicidaires augmente à l'introduction du traitement, vous les surveillez bien. Et ça peut être de la surveillance même recommandée des fois hebdomadaire. Avec souvent, on met sur le coup également les proches majeurs, les parents souvent, ou en tout cas l'entourage, pour leur expliquer qu'il y a une augmentation du risque et que si on a des petits signes d'irritabilité, d'altération du sommeil, voilà, on peut même partir de facto du principe qu'on est peut-être en train d'induire quelque chose qui est plus compliqué et il faut peut-être lever le pied ou même arrêter. Donc voilà, il y a une certaine vigilance clinique à avoir, mais comme d'habitude, c'est ce qu'on vous dit, vous avez tellement de bénéfices versus les risques que si vous prescrivez bien et que vous surveillez bien, vous allez nettement plus aider votre patient que d'attendre, de manière générale, et de jouer la carte de la sécurité. Vous ne l'aiderez pas en jouant la carte de sécurité à tout prix. Il y a une question dans la maison des ados qui se permet aussi.
Alors, maison des ados, centre Restre, etc. C'est bien, hein, vous aurez des consultations. C'est à nouveau le problème des délais. Et voilà, il faut appeler, il faut que les patients, voilà, il faut qu'ils aient un courrier d'adressage. Donc, vous pouvez les adresser pour avoir un avis spécialisé. Pas la maison des ados. Mais la maison des ados, on a un avis psychiatrique? Non, que sur certaines situations de perfilâtre de temps en temps. Et la maison des ados, ça va permettre. Puisqu'on est juste 2 secondes, la maison des ados, voilà, va pas accompagner les jeunes sur un traitement, une psychothérapie, mais par contre va permettre de travailler sur la communication intrafamiliale, d'avoir une approche un peu globale et systémique autour aussi de dans quoi cet événement de vie s'inscrit en fait, et ça peut être complémentaire à ce que vous proposez tout à fait. Non, c'est complémentaire, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Tout à fait. On va moins vite, mais plus loin. C'est ça. Alors, petite question, on n'en dira pas plus sur les adolescents. Petite question sur l'anorexie, antidépresseur et anorexie. Merci Thierry. On ne traite pas l'anorexie mentale avec un antidépresseur. Par contre, il y a un intérêt à traiter les comorbidités que peuvent présenter des patients souffrant d'anorexie avec un traitement antidépresseur. Et il y a fluoxétine qui a montré une supériorité dans les crises de boulimie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tous les cas, on ne traite pas l'anorexie avec des antidépresseurs. Ça traite les comorbidités. Et en général, ces comorbidités anxieuses, comorbidités, si quelqu'un qui présente une anorexie mentale fait une dépression ou autre cas, mais il y a uniquement la fluoxétine qui a montré une supériorité dans les crises de boulimie. Et à forte dose. Hein. En fait, l'intérêt de la fluoxétine pour les crises de boulimie, c'est à partir de 40, et encore les études disent plutôt 60-80 mg. Et là, on est bien hors, enfin, à partir de 80, on commence à être bien hors AMM, et on a la pharmacie qui appelle lorsque le patient arrive récupérer son traitement. Dans la boulimie, c'est-à-dire la boulimie isolée, hein, pas du coup l'anorexie avec la boulimie. Non, boulimie nerveuse. Ouais. Boulimie, et en fait, il y a un triple effet anti-impulsif, anti-compulsif. Exactement. Et plus, en fait, comme ils perdent un peu de poids, vous les accrochez sur le traitement. Bah oui, c'est vrai. Hein. Et de toutes les façons, comme ils ont tout checké sur Internet, ils savent que c'est le traitement qui peut potentiellement faire perdre du poids. Ah, on n'a pas mis le son. C'est pas grave. Ah, si, non, il est mis. Non, il est mis. Patrick n'entend pas. D'accord. Vous nous entendez, là? Oui, d'accord. Donc, en tout cas, on vous a dit pas de traitement antidépresseur pour l'anorexie, en fait, ce n'est pas une indication directe. Par contre, pour la boulimie, oui, la fluoxétine, à forte dose. Et il y avait une question qui était... Ouais. Entre 6 et 18 ans, donc à partir de 6 ans, vous pouvez mettre de la fluoxétine. Voilà, c'est le seul que vous... Voilà. Et vous avez le droit à la sertraline dans des TOC. Ouais, c'est ça. Le laroxyl, Je sais pas. Ah bon? Et Céline me dit le laroxyl dans l'émérésite. Oui. Ça peut. Troisième cas clinique. Alors, Céline, 28 ans, elle vient vous voir pour une symptomatologie dépressive caractérisée. On a de la chance ce soir, ils sont tous dépressifs caractérisés, d'intensité modérée. C'est son 2e épisode de dépression et les symptômes évoluent depuis 2 mois. Elle est actuellement sous venlafaxine 150 mg par jour que vous aviez initié à 75 puis majoré à 150 il y a 1 mois. Elle a une Hamilton à 16 et elle revient vous consulter ce jour. L'Hamilton ce jour est à 12. Elle a une symptomatologie résiduelle avec une aboulie, une asthénie, une tristesse de l'humeur, des difficultés d'endormissement. Céline vous fait part de son désir de grossesse, pour faire simple. Que faites-vous? Que proposez-vous à Céline?
En réalité, on conseille tout le temps à nos patients qui sont en tout cas déprimés ou dans une phase active d'une maladie dépressive ou autre maladie psychiatrique, hein, de ne pas se lancer dans des grands projets de vie. Là, c'est un peu mon... Donc, on demande souvent à des patients qui sont en phase aiguë de leur maladie de prioriser un peu les choses. Et pour moi, la remarque peut paraître un peu provoque, mais elle n'est pas si provoque que ça. C'est-à-dire, on leur propose effectivement de dire, écoutez, voilà, très bien, gardez-le votre projet, mais on n'est pas dans une période où c'est le moment de prendre des grandes décisions de vie. On leur explique que leur prise de décision, leur cognition, etc., sont quand même perturbées aussi et que le raisonnement émotionnel, c'est jamais le meilleur raisonnement. Et comme on est dans les maladies qui perturbent quand même les émotions, qui perturbent du coup leur humeur, on va pas, on va pas spécialement l'encourager. Par contre, on peut discuter des modalités qui sont possibles. Et là, en l'occurrence, si sa dépression s'améliore, clairement, on a dit tout à l'heure, hein, on va pouvoir discuter effectivement traitement et grossesse, hein, sans problème. Bon, admettons, on l'accompagne dans son désir de grossesse. Elle est un peu bizarre. On fait un commentaire. On est dans un cas clinique, histoire de discuter de certains... En effet, on pourrait se dire, c'est paradoxal, elle est déprimée, mais là, je vous rappelle, elle va quand même un petit peu mieux. Hein. Et là, ça se trouve, son projet de grossesse qu'elle repousse parce qu'elle était très déprimée, ça lui revient alors qu'elle se sent un peu mieux. Alors, on va prendre le parti, hein. Donc on va l'accompagner. Qu'est-ce qu'on lui dit et qu'est-ce qu'on fait avec sa venlafaxine? Changer de micro. On ne sait pas pourquoi. On est désolé pour le micro. En fait, il y a deux choses qui sont intriquées. Il y a la question de la grossesse et la question de la réponse partielle au traitement, alors que vous avez déjà fait une majoration de dose. Si on se réfère uniquement à la majoration du traitement et avec la réponse qui reste partielle malgré votre augmentation de dose, vous avez raison, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut discuter un changement de molécule. Ce changement de molécule, d'ailleurs, vous pourrez réfléchir en fonction de son désir de grossesse à peut-être lui proposer une alternative qui va être assez compatible avec la grossesse. En sachant aussi que la venlafaxine n'est pas contre-indiquée pendant la grossesse. Par contre, la venlafaxine ne fait pas partie des molécules conseillées pour l'allaitement. Donc, on peut interroger la patiente sur son désir d'allaiter. L'olanzapine, c'est un antipsychotique atypique. L'olanzapine, très clairement, pour moi, je ne vois pas spécialement l'indication ici dans ce cas clinique. C'est un traitement neuroleptique de nouvelle génération. Vous pouvez le voir passer des fois comme une petite stratégie, ce qu'on appelle de potentialisation, c'est-à-dire que vous le mettez en plus de l'antidépresseur déjà en place. Effectivement, des fois pour l'anxiété, des fois pour améliorer l'efficacité de l'antidépresseur. Clairement, on a mieux à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est aller utiliser une stratégie complexe qui n'est quand même pas extrêmement la validité, en tout cas la force en tout cas scientifique de ce truc-là est quand même moins bon que de changer d'antidépresseur à ce moment-là de la prise en charge. Alors oui, après en termes de changement, on peut changer vers tout ce qu'on veut en réalité, mais effectivement, on va plutôt, comme elle a un désir de grossesse, utiliser quelque chose qui a bien utilisé. Je vous rappelle, utiliser le CRAP, incluser des suicides, une réflexion autour de la parentalité d'un désir de l'exception. Ça, c'est pas grave, c'est les flux internet. Ouais. Alors, a priori, ce n'est pas notre micro, c'est plutôt notre connexion qui saute parce qu'on est vraiment devant le micro et on est désolé. Donc, ouais. Je reviens du coup sur ce que je disais. Je reviens à la question de l'olanzapine. Donc, l'olanzapine, non, pas dans ce cas de figure-là, vous voyez. Et franchement, vous embêtez pas avec ces petites stratégies aussi privilégiées, franchement, des changements d'antidépresseurs que de tester des petites fioritures pharmacologiques avec l'olanzapine.
Pour ensuite, là, le cas de figure, en effet, on est plutôt dans le cadre d'un changement de traitement. Et on va essayer d'aller vers des molécules qui sont effectivement compatibles avec grossesse et allaitement. On va questionner la patiente sur le sujet. Et quelles molécules? Ce qu'on vous disait, celles qui sont compatibles bien grossesse et bien allaitement, c'est paroxétine et sertraline. Voilà. Alors, moi, j'aurais peut-être un avis un tout petit peu différent de Pierre-Yves. L'avant-la-vaccine est quand même tolérée pendant la grossesse. Elle a répondu, enfin, il y a une réponse partielle souvent à la vaccine, à 150 mg, mais quand même une réponse partielle. Et là, elle nous fait part quand même de symptômes résiduels, bon, qui sont quand même importants. Et la dose maximale devant la vaccine, mais bon, moi je suis une psychiatre pas frileuse, c'est 375 mg par jour. Moi, je me dis qu'on en a sous la pédale et peut-être que ça vaut le coup d'augmenter le traitement. Donc, en fait, en fonction du désir de la patiente d'allaiter, on peut orienter différemment la prise en charge. Et on peut aussi peut-être questionner un peu comment a été traité le premier épisode. Est-ce qu'il a fallu beaucoup changer des molécules? Est-ce qu'elle avait bien toléré les autres molécules? Imaginons, c'est une patiente où il a fallu 3-4 traitements pour traiter le premier épisode. Il y a eu plusieurs expériences de mauvaise tolérance. Elle tolère bien l'avant la vaccine. Elle répond partiellement. On est à 150 mg. Moi, je ferais le pari d'essayer une augmentation pour traiter au maximum les symptômes résiduels. Et comme je disais tout à l'heure, elle est enceinte, elle a un traitement. Vaut mieux un traitement efficace, quitte à avoir un traitement, qu'un traitement partiellement efficace qui met les patientes en disposition d'être à risque de faire des dépressions du postpartum. Une femme déprimée pendant la grossesse a beaucoup plus de risques de dépression du postpartum qu'une femme qui n'est pas déprimée. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas et sur la question justement qu'on a abordée sans rentrer dans le détail? Alors, c'est peut-être plutôt la patiente qui va faire le choix de garder la vaccine en sachant qu'elle ne pourra pas allaiter. Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut poser la question et faire des prises de décision communes, en fait, en fonction de son projet. On essaye de ne pas trop faire d'interruption pendant la grossesse. Ouais. C'est de vraiment garder le traitement continu pendant la grossesse, de ne pas faire de changement pendant la grossesse, de rester toujours le plus souvent en monothérapie et à dose minimale efficace. Si sa dose minimale efficace à elle, c'est 225 ou c'est 375 devant la vaccine, ce sera cette dose-là. On se met souvent en lien avec, on peut faire un courrier où on peut expliquer des fois aux gynécos ou aux personnes qui vont accompagner la grossesse. Et il y a souvent, d'ailleurs, pas mal d'idées reçues. Donc, on a souvent des difficultés chez nos patientes enceintes sous traitement psychotrope où c'est le branle-bas de combat, ils disent que ça va être trop compliqué, ils ne veulent pas les recevoir dans certaines maternités. Il faut vraiment essayer des fois d'aller faire le lien pour casser un peu des fois les idées reçues sur en tout cas grossesse et psychotrope. Moi, j'ai plus d'expérience avec des patients où il y a le diagnostic de bipolarité où tout de suite, là, c'est le branle-bas de combat. Dans la dépression, ils sont un peu moins embêtants. Plus, il y a moins de stigmatisation autour de ça. Quelle expérience quelle influence de la grossesse sur la dépression? Je crois que c'est documenté. La grossesse est un peu protecteur en fait. Les patients ont tendance à présenter moins de pathologies. Les patients qui ont des pathologies psychiatriques vont mieux pendant la grossesse. Oui. Par contre, le postpartum est à risque
pour l'avoir fait il n'y a pas si longtemps que ça. La patiente, elle n'était pas sortie de l'hôpital, qu'elle avait déjà 5 rendez-vous de consultation, qu'on a mis la sage-femme quasiment tous les jours à la maison. Enfin, et qu'on avait fait un dossier de préadmission en hôpital de jour mère-enfant. Voilà. Mais effectivement, en fait, la grossesse est plutôt une période qui est protectrice vie entière pour une femme, et quelle que soit la pathologie psychiatrique. Troubles anxieux, bipolarité, schizophrénie. Par contre, le postpartum est très, très, très compliqué. Enfin, peut-être très compliqué. Et les autres petites choses d'expérience qu'on a, c'est-à-dire dans le postpartum, dès qu'on a des dépressions du postpartum uniques ou répétées, et qu'on est déjà sur quelqu'un qui, vie entière, a fait plusieurs épisodes thymiques, on se pose toujours la question d'une bipolarité. Toujours. D'autres questions concernant grossesse et traitement antidépresseur ou dépression? Je passe du coup au dernier cas clinique. Donc, le dernier cas, c'est André, 82 ans. Vous le connaissez depuis longtemps, André. Il n'a pas de pathologie neurodégénérative. Il a un surpoids, alors pas comme sur la petite image. Hein, il a une hypertension traitée sous IEC, il a une monothérapie, il a un diabète de type 2 sous antidiabétiques oraux. Il a perdu son épouse il y a 1 an, André. Il a une dépressivité depuis. Il n'y a pas vraiment un épisode dépressif caractérisé, mais ça s'est vraiment aggravé depuis 2 mois, où là, vraiment, il y a une rupture avec son état antérieur. Lorsque vous le recevez, vous évaluez bien les choses et vous retrouvez une symptomatologie dépressive sévère, sans idée suicidaire, mais avec un ralentissement psychomoteur marqué. André n'a pas envie de réaliser votre MA, je ne sais pas quoi, il se reprend, ça le fatigue. Et voilà. Et où vous en êtes là? Qu'est-ce que vous faites avec André? C'est pas des cas durs. Mythique. Ouais. Je ne sais pas si André a un dermatologue. Alors, voir s'il est entouré, il a des aides, etc. Je suis d'accord, il va falloir lutter contre l'isolement et en effet pouvoir limiter un peu l'impact potentiel de l'isolement. Revenir sur l'envie et les souhaits d'André, pourquoi pas, mais il va quand même falloir le traiter en effet ce patient. Évaluer le retentissement fonctionnel et le retentissement avec son environnement, bien entendu. La bio, bah oui, en fait, comme on est sur une population qui est quand même plus à risque, qui effectivement, de par ses comorbidités, il va falloir aller vérifier le foie et le rein. Le foie, c'est pour l'élimination du médicament et souvent des principes actifs du médicament, et des risques d'accumulation et donc d'effets indésirables. Le rein, on vérifie surtout parce qu'il y a des métabolites souvent inactifs des traitements qui sont dégradés par le rein et qui, si elles s'accumulent, peuvent donner également des effets indésirables. C'est pour ça qu'on va regarder le rein également, alors que la plupart des antidépresseurs, en fait, finalement, les métabolites actifs ça passe pas par le rein. Et là, en fait, même si je vous parle pas de dépression, vous voyez ce que je veux dire, caractérisée, vous avez quand même plein de signes cliniques qui vous font dire que c'est sévère. Vous voyez, et je parle pas de dépression caractérisée, mais dans mon cas clinique, c'était de vous montrer que vous avez un patient de 82 ans devant vous qui est très malade, dans lequel on a des signes qui sont des signes d'alarme. Hein. Il est veuf, il a perdu son épouse, on a une rupture avec l'état antérieur. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Vous voyez, donc vous savez que là, il n'est clairement pas dans son état habituel et que ce n'est pas la petite dépressivité du veuf. Donc, clairement, il est déprimé, ce patient. Et vous n'aurez pas le loisir chez tout le monde de pouvoir faire des échelles. Mais là, du coup, c'est votre sens clinique qui doit primer et qui doit du coup faire qu'on va aller effectivement faire un bilan et que derrière, on va lui trouver un traitement à André, qu'il en veuille un ou non, on va travailler avec lui le fait qu'il en prenne un pour quand même le sortir de là. Alors après, en effet,
Dans les antidépresseurs, on va essayer de choisir ce qui a le moins d'effets anticholinergiques chez la personne âgée. On va éviter en première intention les IRSNA, les Fexor, ces choses-là, on va quand même essayer d'éviter. On va essayer de privilégier effectivement plutôt des IRS. Initiation à demi-dose. Ouais. Et on va plutôt privilégier une initiation à demi-dose des IRS. Donc, sertraline, oui. Bonne option. Bonne option, utilisation à demi-dose. Vous avez en plus des dosages à 25 mg de sertraline, ce qui rend facile l'introduction progressive. De manière générale, vous pouvez utiliser tous les autres IRS. En fait, en réalité, c'est conseillé de faire la demi-dose, ce n'est pas une obligation. On vous conseille de le faire. Il y a quelques recommandations et dans des choses qui ne sont pas forcément en France qui obligent à le faire si vous mettez de la paroxétine. C'est-à-dire que la paroxétine, si vous choisissez ce traitement, si vous êtes à l'aise, sur ce profil de patient, on commence à demi-dose. Pour les autres, ce n'est pas forcément obligatoire. Et je vous conseille, sur ce type de patient, quand vous avez introduit le traitement, de ne pas hésiter à faire un iono. 15 jours après l'introduction du traitement, faites un iono. Ouais, pour l'hyponatrémie. Alors, on sait tous un peu que les ISRS peuvent entraîner des hyponatrémies, surtout ce type de patient, mais en réalité, tous les traitements antidépresseurs peuvent entraîner des hyponatrémies, donc vigilance chez la personne âgée. Éviter ceux qui allongent le QT, oui. Oui. Clairement, on va se dire, je vous rappelle, aux IRS, là, la première classe dont on a parlé dans la soirée, ça reste les plus simples et les mieux tolérés. Donc là, comme on est sur un profil de patient avec des comorbidités, des risques d'interaction, potentiellement, effectivement, une altération possible de ses fonctions physiologiques, rénales, hépatiques, on va jouer la sécurité. On va jouer ceux qui ont le moins de propriétés pharmacologiques en réalité complexes ou qui viendraient en dehors de leur efficacité antidépresseur et qui ramèneraient des effets indésirables non souhaités. Donc, des IRS et tranquille, à demi-dose. C'est le dernier cas, je sais plus. La psychothérapie, pourquoi pas à nouveau. La psychothérapie, vous pouvez toujours, si vous travaillez avec des personnes, si vous avez réussi à vous faire un réseau avec les nouveaux dispositifs Mon Psy, si vous avez des gens avec qui vous pouvez travailler et qui font de la prise en charge un peu structurée de la dépression, on vous invite à rapidement les faire entrer justement dans le processus de soins du patient. Et d'ailleurs, André, s'il est OK pour une psychothérapie, on peut même lui proposer la psychothérapie de groupe là. Il rentre dans les critères. Non ? Si ? C'est très simple. Enfin, alors, mythique n'était pas une solution vraiment extrêmement efficace. Parce qu'André, s'il est très déprimé, je pense qu'en vue de son âge et de sa dépression, probablement que c'est un peu compliqué la libido. Et deux, vous avez des stratégies plus efficaces. C'est l'amour, c'est vrai. C'est l'ocytocine, oui. Alors, on a fini avec nos cas cliniques, on a fini avec les éléments qu'on voulait vous apporter ce soir sur, du coup, antidépresseurs, de quoi on parle, les bonnes prescriptions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés sur lesquels vous souhaiteriez un éclairage? Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour partager la pratique, on est là pour répondre un peu à vos questions et amener des éclairages. C'est que plus personne ne parle, c'est que ça ne marche plus. On est fatigué. Tout le monde est fatigué. Non, mais c'est bien que tu sois là. Top. Top, merci. Merci. En fait, c'était bloqué, non? Finalement, aux personnes âgées. J'ai trouvé un tableau récapitulatif du meilleur rapport efficacité-tolérance en fonction des tableaux cliniques chez les personnes âgées. Si vous voulez, on pourra vous le partager.
Je rebondis, on a vu passer tous les antidépresseurs chez les personnes âgées. En fait, oui, mais en fait, non. C'est-à-dire, je vous rappelle plutôt des IRS. Vous pouvez utiliser les tricycliques, mais je vous rappelle ce que ça implique. Beaucoup d'effets indésirables. Il va falloir aller les doser. Vous avez quand même beaucoup plus simple en pratique et beaucoup plus sécure. Oui, tous les IRS, aucun problème. Après, dans des situations ultra gravissimes que vous ne verrez pas en soins primaires, ça peut... On a déjà fait. Hein. En tout cas, merci à tous. On vous rappelle le dispositif auquel on appartient, qui est médecine générale et psychiatrie 37, et qui vise à deux choses, à pouvoir donner des avis aux soins primaires, donc à vous, médecins généralistes, dans des situations où vous avez des questions sur le traitement, sur l'orientation de la prise en charge, sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en pratique de soins primaires. Et on a pour mission de vous apporter un appui et que vous restiez en tout cas aux commandes de la prise en charge. On a aussi, dans notre projet, mis en place des groupes psychothérapeutiques sur le département, pas que à Tours, hein, ils sont déployés un peu partout, dans la prise en charge de la dépression, d'intensité du coup. Ouais. Et donc, il y a des groupes qui sont lancés, on a déjà une petite dizaine de groupes là, qui ont eu lieu et on va continuer à les déployer sur le département. C'est des groupes de à peu près 10 patients animés par des binômes du coup de psychologues formés et c'est des prises en charge psychothérapeutiques TCC spécifiques de la dépression. En tous les cas, merci à vous, merci de votre participation. Moi, même si à chaque fois je suis ultra stressée par les présentations, j'aime pas beaucoup ça. Je suis très contente de vous rencontrer. Et ça, alors, personne n'a mis à part nous sa caméra, mais ça nous permet de nous rencontrer, de voir qui sont derrière les avis. Et donc, de la même façon que vous nous posez des questions là, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail quand vous êtes en difficulté pour vos patients qui ont des problématiques psychiatriques. Bon, bah, les psychiatres, ils ont bien assuré. Alors nous, les généralistes, hein, parce que je suis généraliste, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Boris Semko, je suis installé à Joules-les-Tours, je suis généraliste, je suis référent pour le dispositif de la CPTS O37, autour, pardon. Merci pour ces bonnes présentations. Et puis, comme a été dit dans les commentaires, c'est des repères pratiques, ça c'est indispensable. Et puis en fait, c'est super bien ciblé. Alors, je vous promets, je leur ai rien dit, je leur ai pas dit comment il fallait le faire. Et ils ont trouvé tout seuls ce dont on avait besoin. Donc, moi, je les remercie grandement.